Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Ce matin, parlons vrai avec Pascal Boniface, qui est géopolitologue, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, mais aussi grand amateur de sport et de football. Nous parlerons tout à l'heure de Mbappé, évidemment. Pascal Boniface, dernier livre, 50 idées reçues sur l'état du monde chez Armand Collin. L'état du monde. Nous allons en parler, Pascal Boniface. Bonjour. Bonjour. Nous allons beaucoup en parler. Volodymyr Zelensky sera à Paris aujourd'hui. Il rencontrera Emmanuel Macron. Les deux hommes vont signer un accord bilatéral de sécurité entre l'Ukraine et la France. Autre accord signé par l'Ukraine avec l'Allemagne. La Grande-Bretagne a déjà un tel accord. Engagement de l'accord, équipement militaire moderne, formation de soldats ukrainiens, renforcement de l'industrie de défense ukrainienne, réplique de Moscou. De tels accords portent atteinte à la sécurité de la Russie. Est-ce qu'un tel accord signifie que la Russie est aujourd'hui clairement notre ennemi ? Alors, elle est l'ennemi de l'Ukraine, qui est notre ami. Donc, indirectement, effectivement, l'intérêt de la Russie, c'est que l'Europe soit affaiblie. Et nous, notre intérêt, c'est qu'elle ne gagne pas la guerre contre l'Ukraine. Donc, il y a un renforcement de la coopération. Les relations entre Zelensky et Macron n'étaient pas très bonnes au début de la guerre. Zelensky accusait le président Macron d'être trop à la coûte des demandes de la Russie, de trop rechercher un accord avec la Russie. Les choses ont changé. De plus en plus, les positions françaises se sont rapprochées. Et puis surtout, tous ces accords entre les pays européens et l'Ukraine arrivent au moment où le doute sur la fiabilité de la garantie américaine sont de plus en plus lourdes. Les dernières déclarations de Trump pèsent. Et je vais y revenir, Pascal Boniface. Mais nous allons entrer dans la 3e année de guerre, le 24 février, entre la Russie et l'Ukraine. Je rappelle qu'il y a 2 ans, la Russie a envahi l'Ukraine. 3e année de guerre. Rien n'a l'horizon. Je veux dire, aucun signe d'un arrêt des combats. Non. Rien. Non, plutôt la poursuite d'une guerre sur la longue durée, dans la mesure où aucun des deux camps n'est capable de faire la différence. Il y a un grignotage russe dans le Donbass, et de temps en temps, les Ukrainiens reprennent le dessus. Ils disent manquer à la fois de munitions, mais surtout d'hommes. La vérité, c'est qu'il y a 4 fois plus de Russes que d'Ukrainiens. Donc, le nombre joue en faveur de la Russie, et il faudrait, pour changer ce rapport de force, que les pays de l'OTAN rentrent directement en guerre contre la Russie. Certains le demandent, sauf que ça serait la 3e guerre mondiale. Donc, il faut peut-être mieux éviter quand même ce genre de conseils. Mais le ratio démographique, il n'est pas compensé par la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine. Donc, on a très probablement un front qui va se maintenir. Un front qui va se maintenir. On ne voit aucune issue. Peut-être que l'élection éventuelle de Donald Trump pourrait changer les choses, changer les données. Mais déjà, les choses sont changées puisque le Sénat, le Congrès bloque la fourniture d'aide supplémentaire, le paquet supplémentaire d'aide à l'Ukraine que Biden demandait est bloqué. Donc, pour l'instant, finalement, l'aide américaine, elle est gelée. Trump a dit que s'il était élu, il réglerait la guerre en 24 heures. Comment ferait-il ? Il dirait à Zelensky, on arrête tout, on vous fournit plus d'armes, donc allez négocier comme vous voulez pour arrêter cette guerre avec la Russie. Et donc, tout l'enjeu pour l'Europe aujourd'hui, c'est se dire, est-ce qu'on peut être le plan B ? Est-ce que si les États-Unis arrêtent de fournir les équipements militaires à l'Ukraine, nous pouvons remplacer les États-Unis ? Est-ce que notre aide, notre fourniture pourra être suffisante pour que l'Ukraine ne s'effondre pas ? C'est la grande question. Est-ce que les pays européens doivent maintenant se réarmer et vite ? Les menaces de Trump sur l'OTAN et l'Europe ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, si je puis dire. Faut-il continuer à augmenter nos dépenses militaires sur les questions ? C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. La France a une loi de programmation militaire qui est la plus ambitieuse jamais vue, qui est même plus importante que les budgets du temps de la guerre froide. L'Allemagne a fait un plan de 100 milliards supplémentaires sur 5 ans par rapport à un budget lui-même en augmentation. Tous les pays européens haussent de façon significative leurs dépenses militaires. Le seul problème, c'est que 63% de leurs achats d'armes vont aux États-Unis et qu'ils n'achètent pas européens. Là, il y a beaucoup de choses à faire. L'Europe, donc, est en train de se réarmer. Une question qui va faire débat dans les prochaines élections européennes, avant les prochaines élections européennes et pendant la campagne. Est-ce que la France
Pascal Boniface, doit mettre son arsenal nucléaire au service de la défense européenne. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà parce que la dissuasion, c'est le doute. Et en fait, la France n'a pas à dire ce qu'elle ferait, elle doit laisser un doute. Donc, l'arme nucléaire française, elle a deux objectifs. Assurer la sanctuarisation du territoire. On ne touche pas au territoire français, sinon on peut être puni par une frappe nucléaire. Mais aussi ses intérêts vitaux. Et les intérêts vitaux, par définition, ils ne sont pas précis. Est-ce que l'Allemagne fait partie des intérêts vitaux ? Probablement. Est-ce que les pays baltes, etc. Si on dit à l'avance, par exemple, l'erreur de Biden était de dire à l'avance, quoi que vous fassiez en Ukraine, nous n'interviendrons pas. Poutine a dit, j'ai le feu vert, je peux attaquer l'Ukraine, puisque Biden a dit qu'il n'interviendra pas. Puis ensuite, Biden est intervenu pas directement, mais indirectement. Donc, si nous disons à l'avance, touchez pas à l'Allemagne, touchez pas à la Pologne, il n'est pas sûr qu'on soit crédible, mais le fait qu'il puisse y avoir un doute de la part des Russes, puisqu'il n'y a pas d'autres adversaires en Europe, fait que finalement la force de dissuasion française, elle est utile. Donc il faut laisser le doute, absolument. Oui, la dissuasion. Ne pas dire non plus. Non. La force de dissuasion nucléaire française n'est au service que de la France. Voilà. Il ne faut dire ni l'un ni l'autre. Exactement. Si j'ai bien compris. Il faut, parce que la dissuasion, c'est faire peur à l'autre pour qu'il n'agisse pas. Mais si vous dites là, on agit, là, on n'agit pas, vous donnez des garanties à votre adversaire. Il faut que votre adversaire éventuel n'ait le moins de certitude possible. Pascal Boniface, au passage, et ça va nous permettre d'établir une transition entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe au Proche-Orient, l'ONU vilipendée aujourd'hui, l'ONU contestée, joue-t-elle encore son rôle ? Peu en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, peu aussi au Proche-Orient. Est-ce que l'ONU n'est pas devenue comment pourrais-je qualifier, un mouvement à vocation humanitaire ? Alors effectivement, le volet humanitaire, l'OMS, le Haut Commissariat aux réfugiés, ça marche toujours. Par contre, l'ONU... Il n'y a plus que ça qui marche. Oui, mais l'ONU ne peut pas fonctionner si les grandes puissances qui la composent sont divisées. Oui. Et les divergences de vues, pour ne pas dire l'hostilité entre États-Unis et Russie, entre les Occidentaux et la Russie avec la Chine, fait que l'ONU est paralysée. C'est pas tellement le droit de veto qui paralyse l'ONU. Sans droit de veto, il n'y aurait pas d'ONU. C'est la division entre les grandes puissances. Et là, il faut se rappeler qu'en 90-91, lors de la guerre du Golfe, l'ONU a voté en même temps pour punir Saddam Hussein. Et la RUS, c'était l'Union soviétique à l'époque. Gorbatchev a dit oui, mon allié Saddam Hussein, qui est pourtant mon allié, a violé le droit international, on va le sanctionner. C'était le seul moment où vraiment il y a eu un accord entre les 5 membres du Conseil de sécurité pour engager une opération militaire. Mais malheureusement, cet espoir a disparu du fait que la fin de la guerre froide n'a pas débouché sur un nouvel ordre mondial, mais sur une nouvelle division du monde. 50 idées reçues sur l'état du monde, c'est le titre du livre de Pascal Boniface chez Armand Collin. Nous essayons de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Il est important, si important, de regarder ailleurs, de ne pas regarder que chez nous et notre nombril. Emmanuel Macron, avant-hier soir, a appelé Benyamin Netanyahou. Que lui a-t-il dit ? Le bilan de votre opération militaire à Gaza est intolérable. Les opérations israéliennes doivent cesser à Gaza. Mais est-ce que la voix de la France porte, Pascal Boniface ? Visiblement, en l'occurrence, non. Puisque Benyamin Netanyahou n'a pas été réellement impressionné, mais en fait, il n'est pas non plus impressionné par Joe Biden, ni par les autres, et finalement, on ne voit pas quel est le leader étranger qui a de l'influence sur Benyamin Netanyahou, qui regarde plutôt la composition de son cabinet et ses deux alliés des partis des colons qui, s'ils le quittaient, feraient tomber son gouvernement. Et donc, entre les admonestations de la communauté internationale et sa solidité au pouvoir, il a choisi depuis longtemps... Il a choisi le pouvoir, il a choisi de garder le pouvoir. Voilà. Surtout qu'en fait, les réprobations des dirigeants occidentaux ne sont jamais réellement suivies des faits. Donc, comme il sait que on va regretter, mais déplorer... Mais que pourrait-on faire ? Par exemple, au niveau américain, si Joe Biden dit on cesse l'envoi de munitions, on cesse l'envoi d'obus et on arrête l'aide militaire, ça c'est une menace très précise qui ferait trembler Netanyahou. Parce que ce sont des armes américaines qui tombent sur Gaza. Exactement. Il y a les États-Unis donnent 4 milliards par an. Israël n'est pourtant pas un pays sous-développé, loin de là, mais l'aide stratégique et militaire américaine à Israël, c'est 4 milliards par an. Le dernier président américain qui a fait pression sur Israël, c'est George Bush père, en 91, quand il avait dit, si vous continuez la colonisation, j'arrête de vous garantir les prêts. Et Shamir était tombé. Rabin est arrivé au pouvoir parce que les Israéliens avaient eu peur de le séparer des États-Unis.
Mais ce n'est plus le cas. Aux États-Unis, ce qui change par contre, c'est le type de la jeunesse, notamment chez les démocrates. Les moins de 30 ans sont devenus plus sensibles au sort des Palestiniens que les démocrates plus âgés. Israël prépare son offensive sur Rafah, malgré les pressions internationales. Nous parlons vrai avec vous, Pascal Boniface. Est-il possible de vaincre le Hamas ? Non, militairement. Alors oui, militairement, pour tuer des miliciens, etc. Oui. Mais on ne va pas éradiquer le Hamas. Le Hamas continuera d'exister dans l'esprit des Palestiniens parce qu'il représente, à tort ou à raison, mais c'est une réalité. Il y a des réalités qui peuvent être désagréables, mais qui sont des réalités. Le Hamas représente pour les Israéliens un mouvement qui lutte contre Israël et donc il y a un écho. Et puis surtout, en face, c'est l'autorité palestinienne qui est complètement déconsidérée. Parce que pour la plupart des Palestiniens, l'autorité palestinienne, c'est l'autorité qui collabore avec Israël pour assurer la sécurité d'Israël. Donc, Mahmoud Abbas doit avoir un taux de popularité de 3 ou 4% seulement. Et puis faire la guerre sans victime collatérale, ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, cette expression de victime collatérale, je la trouve... c'est un euphémisme pour pas dire... Enfin, c'est une ignominie. C'est pour cacher la réalité. Exactement. La réalité, ce sont des crimes de guerre, tout simplement. Bon. Et génocide, est-ce qu'il y a, selon vous, une intention génocidaire ? Non, il n'y a pas d'intention génocidaire. Non. Mais disons que... si le nombre de morts augmente, si l'aide alimentaire n'arrive pas... Le Rwanda, c'est 1 million de morts en 3 semaines, mois. oui. Le Cambodge, c'est pas tellement le nombre de morts d'ailleurs que l'intention d'éliminer tout un peuple, etc. Ceci étant, si on continue à empêcher l'aide alimentaire à arriver à Gaza, là, la question sera posée. Donc il faut quand même que l'aide humanitaire puisse parvenir, ce qui n'est pas le cas. Et puis on sait que non seulement il y a environ un peu moins de 30 000 morts du fait des bombardements, et ce ne sont pas des dommages collatéraux, ce sont des dommages directs, ils ne sont rien collatéraux, mais surtout tous les risques de mort par épidémie, par gens qui sont blessés, qui ne sont pas soignés, par la famine qui guette si l'aide ne parvient pas, la liste va dramatiquement s'allonger. Mais Pascal Boniface, quel est selon vous l'objectif de Benyamin Netanyahou ? Rester au pouvoir. Rester au pouvoir. Oui. Parce que s'il veut libérer les otages, pour l'instant, il y a quand même plus d'otages libérés par la négociation que par les actions militaires. Et une fois encore, on ne peut pas éradiquer un mouvement politique. Pour éradiquer le Hamas, il faudrait donner en fait une perspective politique aux Palestiniens. Si les Palestiniens ont une perspective politique d'avoir un État, eh bien ils vont se détourner du Hamas. Mais pour l'instant, ils n'ont pas cette perspective politique. Il y a la volonté, selon vous, pour cette vieille idée de 2 États. Deux États. On voit mal. Pour l'instant, elle est totalement morte. Elle était déjà morte avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre. Puisque la colonisation, il y avait, lorsque les accords d'Oslo ont été signés, il y avait 130 000 colons en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Ils sont aujourd'hui 700 000. Donc, c'est quand même très difficile de les faire partir. Et donc, effectivement, et puis là, on peut dire que depuis le 7 octobre, l'insensibilité aux douleurs de l'autre et la haine de l'autre ont grandi, tant du côté palestinien que du côté israélien. Pas de plan de paix. Il ne faut pas de plan de paix, c'est ce que disaient hier 2 ministres d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou. Et qui sont ces béquilles, puisque s'il le quitte, il tombe et il y aura un autre gouvernement. Et Netanyahou sait que s'il quitte le pouvoir, il sera mis en justice d'une part pour les affaires de corruption assez anciennes, mais aussi pour sa gestion des événements avant le 7 octobre. Parce que pour beaucoup d'Israéliens, il est en partie responsable de la faillite israélienne du 7 octobre. Pascal Boniface, est-ce que le Hamas, je vais poser une question qui va faire réagir, j'en suis sûr, à remporter une victoire morale? Alors, une victoire politique plus qu'une victoire morale, puisque pour beaucoup de Palestiniens et pour beaucoup dans le monde arabe, dans le monde musulman... Et ce qu'on appelle le Sud global, une victoire morale peut-être. Oui, aussi. Parce que, voilà, il faut, et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut quand même que l'on comprenne que nous ne sommes pas seuls au monde. Mais bien sûr. Et que les autres ne pensent pas comme nous, pour reprendre l'excellent titre d'un livre d'un diplomate. Ça, et nous avons souvent tendance, dans cette partie du monde, de confondre communauté occidentale et communauté internationale. Nous ne sommes qu'une partie du monde, nous ne sommes pas le monde. Et les autres ont un ADN géopolitique différent parce qu'ils ne vivent pas les événements de la même manière, ils n'ont pas le même vécu historique. Et effectivement, la cause palestinienne, c'est l'Afrique du Sud qui a porté la cause palestinienne devant la Cour internationale de justice. C'est très intéressant que ce soit l'Afrique du Sud, d'ailleurs. Parce que c'est le pays de Mandela, le pays qui a vaincu l'apartheid de façon pacifique, une démocratie. Et en quelque sorte, le pays qui a vaincu la colonisation. Voilà, et non seulement la colonisation, mais l'apartheid. Donc c'était vraiment la pire forme de la colonisation. Exactement. Puisque finalement l'apartheid a survécu à la colonisation. Et donc ce pays qui
représente les espoirs, qui disons qui est le champion moral des ex-pays colonisés, est venu porter plainte contre Israël, qui lui portait le poids moral de la Shoah. Et donc c'est une sorte de duel de deux légitimités iconiques et historiques. Iconique et historique, et ça m'amène à la question suivante, Pascal Boniface. Peut-on dire que la mémoire de la colonisation est en train d'effacer, du moins, la mémoire de la Shoah? Il faudrait que les deux coexistent, parce que les deux ont été des crimes horribles. Et donc, je veux dire, la mémoire de la Shoah en France, elle est quand même très dans le monde occidental, notamment en Allemagne, par exemple, aux Pays-Bas, elle est très forte. au Royaume-Uni. Elle est encore enseignée, mais elle est contestée. Vous le savez, elle est contestée. Non. Ce qui est contesté, c'est qu'au nom de la mémoire de la Shoah, on ne puisse pas critiquer le gouvernement israélien. Oui, c'est ça qui est contesté. Oui. Mais sinon, ceux qui contestent, elle est incontestable, c'est évident. Ceux qui la contestent sont une poignée minoritaire de gens affreux, mais qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont pas voix au chapitre. Mais effectivement, dans le Sud global, la mémoire de la colonisation et donc de la décolonisation, que les deux sont liés, est beaucoup plus importante. Mais Israël est vu aujourd'hui dans le Sud global. Il faut que nous ayons les yeux ouverts, nous, en Occident. Israël est vu comme un colonisateur. Bah oui, parce que d'une part, alors même si c'est pas tout à fait le même type de colonie, il y a des colonies, mais Israël occupe un peuple qui n'est pas le sien. Donc ce n'est pas le colonialisme à l'ancienne tel que nous l'avons vécu en Afrique ou dans le Maghreb, mais c'est une domination d'un peuple sur un autre, et les Palestiniens sont l'un des derniers peuples privés du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui était la grande force des pays du Sud, le grand moteur politique des pays du Sud à la fin du XXe siècle et plus encore maintenant. Bien. Pascal Boniface, j'en reviens à Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous pensez qu'il a pour objectif le départ de tous les Palestiniens de la bande de Gaza ? En tous les cas, une forme de remigration et un remplacement à Gaza par des colons, justement. Alors, il y a une colonisation. Il y a certains colons qui le demandent. Certains des colons disent il faut tous les faire partir. Pour l'instant, Benjamin Netanyahou ne nous aura pas donné raison. Et là, il sait que s'il le faisait, là, il y aurait une vraie coupure, y compris avec les États-Unis. Même l'Allemagne, pourtant qui passe tout à Israël pour des questions de mémoire historique, a dit ne faites pas d'opération militaire sur Rafah parce que cela provoquerait une opération militaire sur une ville où sont concentrés 1 300 000 Palestiniens, dont 1 million viennent d'arriver ils ont fui les bombardements. Israël leur a dit d'aller à Rafah pour ne plus être là où il y avait des opérations militaires israéliennes. Que peuvent-ils faire? Uniquement aller en Égypte? Effectivement, ça serait vider Gaza. Donc, s'il y a une opération militaire sur Rafah, là, volontaire ou non, le résultat sera un nettoyage ethnique de ce 1 300 000 Palestiniens qui sont pour l'instant là et qui devront partir en Égypte pour fuir les combats. Ils vont pas retourner au nord de la bande de Gaza dont ils ont été expulsés. Alors, Pascal Boniface, je parlais des colonisateurs, mais les nouveaux colonisateurs, regardons le monde. Qui sont-ils? La Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie? Ce ne sont pas des colonisateurs, ce sont des régimes autoritaires. Ils peuvent réprimer leur propre population. C'est pas vraiment un lien colonial qu'il y a entre les Chinois et les Ouïghours, puisque ils appartiennent à la Chine depuis longtemps. Mais effectivement, ils les empêchent de vivre comme une sorte de... Ils refusent leurs droits culturels. Il y a un problème en Turquie sur les droits culturels des Kurdes, etc. Donc ce sont plutôt des nouveaux régimes autoritaires, ou des régimes qui sont autoritaires depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a un peu partout dans le monde un recul de la démocratie. Il y a un recul de la démocratie. Il n'y a que 8% de la population mondiale qui vit dans de véritables démocraties. Donc 8% seulement. Donc il y a des élections partout, mais il n'y a pas autant de démocratie parce que les élections ne sont pas le seul critère. Loin de là de la démocratie, on va voter pour élire un président en mars en Russie, ça n'en fait pas une démocratie. Oui, la frontière, vote, nous verrons bien. La frontière, le résultat nous le connaissons, mais la frontière entre le Liban et Israël, les affrontements entre Israéliens et les milices du Hezbollah, où en est-on? C'est l'engrenage parce que ils sont de plus en plus fréquents, ils font de plus en plus de morts et les drones ou missiles frappe de plus en plus loin sur le territoire de l'autre. Donc là, il se passe quelque chose de très très grave. Pour l'instant, Israël n'a bien sûr pas intérêt à un conflit, mais les Libanais non plus. Et le Hezbollah se retient parce qu'il sait que s'il rentrait directement en conflit avec Israël sur une large échelle, le Liban serait un peu comme Gaza. Et tous les Libanais en voudraient au Hezbollah, y compris les chiites. Donc pour l'instant, ils n'ont pas franchi cette limite. Le problème des engrenages, c'est qu'on ne sait pas toujours comment les contrôler. Pascal Boniface, nous allons quitter la géopolitique, quoique
pour parler football. Les Vous deux avez sont écrit très la liés, géopolitique du football, Ouais. donc vous voyez que la transition est toute faite. Vous êtes passionné de foot. Kylian Mbappé, qui a donc décidé de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, selon vous, est-ce qu'il a pris la bonne décision au bon moment ? Alors, et si vous êtes supporter du PSG, c'est pas la bonne décision, ça, bien sûr. Est-ce que c'est le bon moment? C'est après une victoire. Il n'y a jamais de bon moment pour annoncer un départ. Dans l'intérêt à la fois du Paris Saint-Germain et du football français. Le départ de Kylian Mbappé va affaiblir la qualité de la Ligue 1. Et les gens viennent dans les stades pour voir Kylian Mbappé. Et les droits, nous sommes en train de vendre les droits du championnat à l'étranger. Effectivement, les droits difficile. Sans Kylian Mbappé, c'est quand même tout à fait, pas tout à fait la même chose. Pour lui, c'est son plan de carrière quelque part. Le Real de Madrid est son club de cœur. Il avait la photo de Ronaldo dans sa chambre quand il était gamin. Ça fait longtemps qu'on parle de son arrivée au Real. Il est resté plus longtemps que prévu finalement au Paris Saint-Germain et il va dans un club qui a déjà 14 Ligues des Champions. Fait, mais vous n'avez pas beaucoup de doutes. Non, ça semble quand même être. Il y a plus de chances qu'il aille là que au Sparta Prague. Liverpool ou Sparta Prague. Les deux destinations possibles sont Liverpool et Real, mais il y a beaucoup plus d'antériorité pour le Real. Bien sûr. Et puis il va rejoindre des collègues de l'équipe de France. Oui, c'est vrai. Et pour le PSG, si dépendant Mbappé, est-ce un gros coup dur? Oui, alors deux solutions. Soit c'est le collectif qui l'emporte et ils se refont d'ici là. Ils finissent la saison avec lui. De toute façon, ils peuvent très bien gagner. Bien sûr, la Ligue des Champions. Kylian peut partir en offrant la Ligue des Champions, la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. On ne peut que souhaiter cela. Et ensuite, il y a deux solutions. Soit on muscle encore un peu le collectif, qui est quand même déjà assez bon. Soit ils embauchent le remplaçant au cinéma ou un autre avançant de ce calibre à coût de dizaines de millions. Oui. J'ai une dernière question sur. Vous êtes passionné de sport sur les Jeux Olympiques, parce que j'ai la sensation. C'est très français, qu'on ne parle pas du tout de sport. Les Jeux Olympiques, c'est dans quelques mois maintenant, dans quelques semaines, mais que les Jeux Olympiques sont devenus le bouc émissaire de toutes les colères, colères françaises. C'est bien français parce qu'en France, en fait, on a toujours eu culturellement une sorte d'a priori contre le sport. Les élites, les milieux intellectuels ont toujours un peu, sportif veut dire, on oppose le muscle et le cerveau. C'est vraiment une tradition française, c'est pas le cas dans d'autres pays que nous. Et donc, vous avez toujours des gens qui disent, mais c'est quoi le sport? C'est une affaire d'abrutis, 11 couillons qui courent en short, etc. Vous l'avez entendu plein de fois. Et donc, effectivement, alors qu'on a mais rassurez-vous, quand les Jeux vont reprendre, vont commencer, la magie des Jeux va arriver. Et bien avant, on va être au centre du monde. Tout le monde va nous regarder. On va vibrer aux exploits de nos champions. On va vivre un moment magique. Organiser les Jeux Olympiques, c'est être au cœur du monde, au centre du monde pendant quelques jours. Et en fait, l'importance, en termes de géopolitique, c'est. Mais pour l'image de la France, il vaudrait mieux éviter effectivement le fiasco style finale de la Ligue des Champions au Stade de France, etc. Mais si tout fonctionne bien, les gens vont venir voir la France, ils le verront aussi à la télévision. Londres, après les Jeux de 2012, est devenue une capitale touristique bien plus importante qu'auparavant. Barcelone a été magnifiée. Sans les Jeux Olympiques de 92, Barcelone n'est pas Barcelone, ce qu'aujourd'hui. Il y a eu quelques fiascos, Athènes et aussi Rio, dû à la corruption. Mais là, le coût, c'est 6 milliards et demi. Malgré l'inflation, les coûts ont été maîtrisés. La plupart des équipements existaient déjà. On va avoir une grande piscine en Seine-Saint-Denis qui manquait auparavant, donc très bien. Le village olympique que j'ai visité récemment, ça sera des logements qui vont être attribués aussi aux habitants de Seine-Saint-Denis. C'est une bonne chose. Et donc, ça ne va pas coûter d'argent. Et au contraire, ça va nous faire vivre un moment magique. Ce bashing JO devient insupportable. C'est la facilité pour tous ceux qui, en fait, ont le mépris du sport égale mépris du peuple. Et donc, c'est la facilité. Vous critiquez le sport, effectivement, on va vous tendre un micro, on va dire, c'est original ce que vous dites, alors que c'est une platitude sans nom. Mais effectivement, il faut quand même, le sport fait rêver. Qu'est-ce qui crée de l'union dans un pays? Le sport. Quand est-ce qu'on est tous unis malgré nos différences? C'est quand notre équipe de foot joue. Là, il n'y a plus de gauche, de droite, de riches, de pauvres, etc. Et donc, le sport, c'est quand même l'unité. C'est un ciment pour l'identité nationale. Merci Pascal Boniface d'être venu nous voir ce matin. Ça vous fait réagir. 0826 300 300. Après les infos de 9h, évidemment. 50 idées reçues sur l'état du monde aux éditions Armand Collin. 8h58, Sud Radio.